Hello coucou! Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer l'impact du foot sur le cerveau. Et quand je parle de foot, on va plutôt évoquer plus précisément les têtes au foot. Ces coups de tête sont omniprésents dans les matchs alors que cela ne devrait plus être le cas depuis déjà très longtemps, si on s'intéresse aux études qui ont été menées sur cette pratique. Chaque coup de tête est un choc répété, le cerveau n'est pas équipé pour y résister. Chez les adultes, le ballon est parfois réceptionné à 120 km/h. Je vous laisse imaginer la force de l'impact et encore plus quand ce dernier est répété fréquemment. Vous avez donc déjà compris que ce n'est pas les douleurs au genou ou les entorses à la cheville qui peut être la blessure la plus inquiétante dans ce sport. Dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement du foot, mais tout ce qui va suivre est valable également pour les sports tels que la boxe, le hockey sur glace, le football américain et j'en passe. On va parler de ce sujet dans quelques secondes, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne puis la cloche juste à côté. On vous propose également une formation online, que vous soyez déjà thérapeute ou pas, elle est accessible à tous. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. On connaît bien les risques de ces sports, surtout quand on parle de commotion cérébrale. Dans le foot, la tête est mise à rude épreuve, que ce soit en faisant des têtes ou lors de chutes où la tête va taper fort au sol, que ce soit sur un poteau, etc. Ce qui va fréquemment déclencher des commotions cérébrales. Lorsque nous recevons un coup à la tête ou au corps, notre cerveau bouge à l'intérieur de notre crâne. C'est un mouvement qui peut causer une commotion cérébrale et qui va entraîner des changements dans notre façon de penser et de nous sentir. Les symptômes principaux immédiats ou tardifs sont notamment un état de confusion mentale, des maux de tête, des nausées, une vision trouble, des pertes de mémoire et une difficulté à se concentrer. Mais pas que, vous allez découvrir d'ici quelques minutes. Pour confirmer ce genre de traumatisme, on va faire un IRM ou un scanner, c'est ce qui sera le plus souvent indiqué, mais ce dernier n'est pas capable de trouver les lésions du cerveau de moins de 1 mm. En effet, l'imagerie permet de démontrer des pertes de substances, des saignements ou des changements dans la constitution cérébrale qui ont une certaine taille uniquement, soit 1 mm au minimum. Des changements plus petits peuvent échapper à l'imagerie. Les milliards de neurones de notre cerveau sont reliés entre eux par des fibres que l'on appelle axones. Ces axones permettent la communication entre les différentes parties du cerveau. Lors d'un choc, le cerveau, dont la consistance est gélatineuse, s'étire, ce qui implique des lésions de certains axones. La communication entre les neurones est alors coupée, ce qui provoque la mort des neurones. Quand votre grand-maman disait arrête de faire des têtes au foot, tu vas perdre des neurones, elle n'a pas si tort. L'axone, dans ce cas, va donc se désagréger et va libérer des toxines qui vont détruire les cellules environnantes. Il est impossible pour les neurologues de détecter les petites lésions dans la matière blanche du cerveau avec les moyens actuels. Toutes les lésions ne sont donc pas visibles sur un IRM ou un scan. En cas de petites lésions non diagnostiquées, on peut avoir des problèmes, par exemple sur l'accès aux mots, on peut avoir des problèmes sur l'aspect de la mémoire ou des problèmes attentionnels, voire même de la fatigue qui s'installe. Cela peut être des lésions qui concernent plusieurs régions cérébrales et la communication entre ces régions. Lorsqu'il y a une atteinte cérébrale, on sait aujourd'hui que le cerveau va se réorganiser. Avant le choc, pour faire un petit mouvement de la main, par exemple, c'était une petite région du cerveau qui s'activait. Après le choc, j'ai une petite, j'ai n'importe quoi, mais une petite région. Et après le choc, c'est des parties beaucoup plus grandes du cerveau qui vont contribuer pour pouvoir exécuter exactement le même mouvement. C'est donc dans cette mobilisation accrue du cerveau qui explique la fatigue décrite par les patients. La fatigue persistante est un symptôme typique de ce genre de traumatisme.
Ces dernières années, des études révèlent que le simple fait de faire des têtes au foot peut endommager le cerveau et malgré tout, on continue d'apprendre aux jeunes enfants, avec un cerveau qui, je vous le rappelle, est en pleine construction, d'en faire question de société, de club, d'entraîneurs mal informés, je sais pas. Évidemment, tant que les enfants verront leurs idoles faire des têtes à la TV, il sera difficile de leur demander de ne pas les imiter, de le reproduire. Mais les adultes, dans tout ça, ne sont-ils pas censés utiliser leurs connaissances pour protéger les enfants? Et pourtant, quand on explique que les têtes font perdre des neurones, la plupart des gens, surtout ceux qui ont fait du foot, en rient. Et pourtant, aux USA et à l'Université de Montréal, des chercheurs pensent exactement le contraire. Le professeur Ellenberg, neuropsychologue de l'Université de Montréal, dit que subir des commotions cérébrales dans une certaine tranche de vie, combinée avec ces petits impacts à répétition, va poser problème. Il y a des études qui ont été faites auprès de joueurs de football qui nous indiquent que le risque de développer des symptômes comme la maladie d'Alzheimer est beaucoup plus élevé chez les sportifs que chez la population générale. Ces études montrent que les athlètes ont un vieillissement non naturel, un vieillissement sur le plan cognitif beaucoup plus rapide. Un des exemples qui confirme ces études est celui de l'équipe de foot anglaise, championne du monde de football en 1966. 40% des joueurs de l'équipe ont souffert de démence, c'est-à-dire c'est 8 fois plus que dans la population générale. Ce que les gens ignorent, c'est que l'impact reçu par le joueur par une tête équivaut à un choc entre une voiture qui roule à 30 km/h et un mur de briques. L'un des problèmes avec ces petits coups à répétition, c'est que les symptômes n'arrivent pas au moment de l'impact et s'enracinent doucement sans que les personnes ne s'en rendent compte. Mais on sait avec des études en imagerie cérébrale, où l'on a pris des photos en début et en fin de saison, indiquent que les athlètes ayant eu des petits chocs à répétition sans avoir subi de commotion cérébrale auront des changements de la neurobiologie de leur cerveau. Soit des contacts qui se sont effrités, une réponse neuroélectrique qui sera affaiblie. Cette maladie, c'est l'encéphalopathie traumatique chronique, qu'on appelle également ETC. Les impacts à répétition provoquent une accumulation d'une protéine toxique pour les autres cellules. L'accumulation de cette protéine s'observe aussi dans la maladie d'Alzheimer. À la longue des petits impacts, le patient va ressentir des troubles cognitifs comme des troubles de mémoire, des difficultés liées avec la concentration, éventuellement des difficultés avec l'organisation de tâches au quotidien, car ce sont les fonctions des lobes frontaux qui sont le plus fragiles, aux impacts à répétition. Ces petits traumas peuvent également développer la maladie de Charcot, qui est un trouble du système nerveux qui se caractérise par un affaiblissement des muscles et qui impacte leur capacité physique. Pour ceux qui connaissent le foot, c'est ce qui est arrivé à Patrick Grange, qui était connu pour ses têtes qu'il effectuait depuis l'âge de 3 ans. Il décède 17 mois après l'arrivée des premiers symptômes. La maladie de Charcot est encore mal comprise, mais elle serait liée à une toxine libérée, notamment en cas de trauma. À l'époque, personne n'était conscient de la dangerosité des coups de tête dans le foot, spécialement pour les jeunes. Mais maintenant que nous savons tout cela, il est important de partager ces informations au plus grand nombre. Ces coups de tête sont préoccupants quand on sait que dans les âges de 12 à 22 ans, le cerveau a une croissance de maturation, n'importe quoi, maturation, principalement dans la région frontale, qui le rend plus vulnérable pour ces raisons. Il faudrait te dire complètement les têtes selon certains professeurs en neurologie. Tout comme les coups de tête à la boxe. Il y a assez de données aujourd'hui scientifiques pour confirmer les conséquences qu'elles ont à court terme, à moyen et à long terme. À ce jour, il y a encore des études en cours et seulement quelques fédérations nationales qui ont déjà interdit les têtes chez les jeunes, mais au niveau international, aucune restriction ni aucune interdiction.
Voilà, encore un sujet qui j'espère sera d'une grande utilité pour monsieur et madame tout le monde, ainsi que pour les professionnels en thérapie crânio-sacrale. Voilà les amis, en commentaire si vous avez aimé ce sujet, si vous avez vécu des expériences de ce genre. J'aime toujours lire quand vous me mettez un petit mot. Salut, bye bye!